Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis sincèrement heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films du moment qu'il y en a eu au minimum 3. Et aujourd'hui nous continuons avec les Jurassic Park en s'attaquant au deuxième chapitre de cette saga de 5 films à ce jour et de 6 bientôt l'année prochaine, à savoir Le Monde Perdu. On y va! Le Monde Perdu, c'est un peu le Prometheus ou l'Alien Covenant, j'en parle souvent, au niveau de la déception que ça a pu me procurer. Sauf que Alien, pour moi, c'est une religion, mais Jurassic Park, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pas du tout. Je m'en fous! Pour moi, Jurassic Park 2 ou Le Monde Perdu, c'est un vrai ratage. Un ratage limite scandaleux, qui a des explications, et c'est presque aussi scandaleux qu'un Prometheus ou qu'un Alien Covenant au niveau de l'écriture, au niveau de l'incohérence, au niveau du fait que je ne crois pas du tout en ce que je vois. Allez là, ça suffit. On s'en va. Pour ton montant, on s'en va, hein. Ça va être le but de cette vidéo, de vous faire partager ce qui me choque dans ce film, ce qui m'a choqué, ce qui m'a frappé dès les premières minutes de diffusion quand je l'ai vu en 97 ou en 98 en VHS, donc ça fait un certain nombre d'années, ce film est mauvais. C'est mauvais! Et comme beaucoup de Jurassic Park, quasiment tous les films de Jurassic Park d'ailleurs, le début est lent. Très lent. Il y a énormément de blabla qui sont là pour combler les vides scénaristiques qu'il va y avoir dans le film, à savoir une clause de confidentialité qui obligeait les personnages du premier film à ne pas dévoiler ce qui s'est passé sur l'île. Et dès l'annonce de ce site B, c'était le cas à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui, ça me pose un sérieux problème de crédibilité dans le film. À savoir qu'il est impossible pour moi, même en 98, qu'on laisse une île sauvage, une île qui est peut-être pas sur les cartes, j'en sais rien, peuplée de dinosaures, sans qu'il y ait aucun avertissement pour ceux qui éventuellement arriveraient suite à une espèce de voyage en croisière ou à un petit tour du monde en catamaran, j'en sais rien moi. Aucun message d'alerte, aucune surveillance militaire puisque ce n'est pas connu du public. Il n'y a rien pour éloigner les visiteurs de cette île. Et ces premiers visiteurs que l'on voit dans la bonne scène d'intro du film, je trouve ça vraiment bien fichu comme scène d'intro avec cette petite fille qui se fait bouffer par des petits dinos. Un dino mignon au début, puis une vingtaine de petits dinos d'un seul coup qui ont très faim. Malheureusement, la petite fille va survivre. Alors, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je veux dire, voilà, c'est du Spielberg, donc quelque part, on peut pas forcément s'attaquer aux enfants. Et c'est dommage, parce que on est dans Jurassic Park, certes, mais normalement, elle aurait dû rester, c'est vraiment pour que ça reste un peu tout public. Parce que quelques minutes après, on va nous apprendre que finalement, elle a juste été blessée. Donc, je ne crois pas en ce site B. En tout cas, je ne crois pas au fait que l'île ne soit pas connue et qu'on laisse le hasard complètement faire si des gens se rapprochaient, au bout de 4 ans, certes. Je ne comprends absolument pas ce choix de ne pas en parler et je ne comprends absolument pas ce choix, éventuellement, d'y retourner vu ce qui vient de se passer, à savoir l'accident. Donc quoi qu'il arrive, dès le début, je suis sceptique sur de quoi va parler ce film-là. It's not a research expedition anymore, it's a rescue operation, and it's leaving right now. Et là, on découvre, mais c'est le livre qui le suggère, parce que Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, est adapté du livre Le Monde Perdu, mais qui raconte comment effectivement Ian Malcolm retourne sur cette île B pour retrouver un ami, sachant que Jurassic Park, premier du nom, et celui-là, ce sont des adaptations. Donc pour moi, le Ian Malcolm du livre n'est pas le Ian Malcolm qu'on a vu au cinéma. Et de tous les personnages du premier film, Ian Malcolm est vraiment celui que je vois le moins retourner au contact des dinosaures vu ce qui s'est passé. Alors d'un autre côté, c'est celui des personnages du premier film qui a le moins vu les dinosaures, parce qu'il a été blessé assez rapidement, et qu'il a été mis assez en marge du combat, entre guillemets. Mais pour moi, que ce soit Ian Malcolm qui retourne avec un prétexte vraiment grossier, c'est ma copine qui est là-bas, il faut que j'aille la sauver. D'ailleurs, ça ne se voit absolument pas qu'ils sont en couple. Une fois qu'ils se retrouvent, ce sont deux étrangers, limite. Aucun geste d'attention, c'est le couple le plus froid que j'ai jamais vu au cinéma. Ce qui n'aide pas à m'immerger ou à avoir de la sympathie pour l'un et même pour l'autre d'ailleurs. Et la seule bonne réplique de ce personnage qu'on aime tous de Ian Malcolm, c'est la conversation qu'il a avec le caméo de John Hammond au début du film, qui dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire les mêmes erreurs », ce à quoi il répond « Non, vous en faites de nouvelles ». Celle-ci, c'est la seule bonne réplique du film de Ian Malcolm, là où dans le premier film, chaque punchline qu'il envoyait
était vraiment intéressante et percutante. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Là, ça va souvent être de très mauvais goût, du genre... Maman est très en colère. Ou alors, ouais, moi j'aurais bien un burger à poing saignant, ouais, moi j'aurais des frites, à un moment où ils sont dans le vide. En fait, il va représenter tout ce que le spectateur va penser plus ou moins. John, est-ce que... Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus. Un petit groupe de personnes sur le terrain. C'est ça? Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans? C'est une prouesse. C'est magnifique. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. À chaque fois qu'il balance des phrases, c'est ce que moi j'aurais dit. Finalement, dans le deuxième film, ce Ian Malcolm, c'est un avatar de nous-mêmes. Mais bizarrement, ça ne m'aide pas à rentrer dans le film, au contraire, ça m'en sort complètement du début, parce que je vous l'ai dit, je ne crois pas en l'histoire, je ne crois pas en cette île complètement méconnue du monde, sur lequel il y a pourtant des dinosaures, et je ne crois pas en la raison qui les pousse à y retourner, à savoir, parce que c'est l'histoire du film, les dinosaures ont survécu malgré la carence qu'ils ont en eux qui aurait dû les faire mourir, pourquoi sont-ils encore vivants? Allez m'étudier ça. Et cette réponse, on va la voir très vite dans le film. Les herbivores ont mangé des herbes qui ont compensé cette carence, et que les carnivores mangeant les herbivores, ça s'est propagé dans tous les dinosaures qui ont survécu et qui ont créé du coup une espèce de symbiose, comme dirait Qui-Gon Jinn dans Star Wars épisode 1. Alors certes, Ian Malcolm va essayer de rentrer une fois qu'il aura vu que sa fille, son insupportable fille, d'ailleurs pour moi il avait 3 enfants dans le premier, et pas un, mais sa fille insupportable de clichés, de père absent, qui arrête pas de dire ah ouais mais une fille on s'en occupe, blablabla. Oui, mais j'ai besoin que tu te fâches aussi de temps en temps, que tu me punisses, que tu me renvoies dans ma chambre. Tu fais jamais des trucs comme ça. Je la déteste, je la hais. Donc il essaye bien de partir de cette île, mais sauf que l'appel radio ne passe pas. Allô? Ici Ian Malcolm. Non, est-ce que Carlos... Répondez. Bon sang, putain de merde, tu m'entends ça? Donc on utilise des grosses ficelles pour emmener le personnage principal, le seul qui est revenu, sur une île où il n'aurait jamais dû être, sur une île qui ne devrait même pas exister, ou alors qui ne devrait pas être comme ça. Et les raisons pour l'y maintenir de force sont trop grossières. Voilà, honnêtement, je ne crois ni au personnage ni à l'histoire de ce film. Et vous savez que je suis très attaché à l'écriture avant tout, donc le film est bien mal embarqué. Alors l'histoire ne peut pas se contenter d'aller sur une île et d'observer des dinosaures en périphérie de l'île, là où ça ne risque soi-disant rien parce que les dinos principaux sont au centre, mais évidemment, une deuxième équipe menée par le fils de Hammond qui lui veut réussir là où son père a échoué, veut capturer les dinosaures et non pas les observer et les ramener pour faire un parc, Jurassic Park, sur le continent. Voilà une belle idée. Et la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. C'est peut-être d'ailleurs la deuxième réplique de Ian Malcolm qui soit bonne, mais c'est pas une réplique de Ian Malcolm, c'est une réplique du public. Tu fais une île au loin avec un parc, ça ne fonctionne pas. Et tu veux retenter la même chose sur Terre, entre guillemets, sur le continent? Qui peut avoir une idée pareille? Alors tu peux pousser le vice sur « je veux me faire de l'argent, blablabla », mais mince, ce personnage, on voit déjà que c'est le mec qui réfléchit pas, on sait déjà qu'il va avoir une mort atroce au bout d'un moment, c'est vraiment l'antagonisme bête et méchant sans aucune nuance, comme celui d'Avatar, là, l'espèce de commandant-capitaine, qui même sans oxygène, va essayer de tuer un peu des navis alors qu'il est en train de crever, mais je vais encore en tuer un ou deux pour la route. Les méchants comme ça sont ridicules s'ils ont aucune nuance, si on peut pas s'identifier à eux ou à leurs idées. Lui, on peut pas s'identifier à l'idée de « je ramène les dinosaures ici ». Ah bah oui, en voilà une idée, qu'elle est bonne. On sait forcément que c'est une connerie. Donc si je ne comprends pas ce que les gentils, entre guillemets, font là, que je ne comprends pas non plus quelle est cette idée saugrenue d'aller chercher des dinosaures, je comprends aucun des deux camps. En fait, durant tout le film, je me dis que c'est pas à Malcolm de retourner sur cette île, c'est à Alan Grant. Ce n'est pas à Ian Malcolm de retrouver les deux gosses du premier film dans un caméo ridicule où les deux gosses vont dire bonjour, comment ça va, et vont sortir de la caméra très discrètement sans même dire au revoir. C'est à Grant de retrouver ces gosses-là par rapport à ce qui se passe dans le premier. Hello, Dr. Malcolm. Kids, it's so great to see you. Et lui, il aurait pu retrouver sa femme ou son ex-femme, puisque dans le 3, on apprendra qu'ils sont divorcés. Ça lui aurait fait une raison de rempiler, sachant qu'il connaît bien les dinosaures, lui, c'est pas un mathématicien. Donc dès le début du film, je me dis, mais
il y a une erreur sur le casting. Ce n'est pas Jeff Goldblum qui aurait dû revenir, ou alors il aurait dû revenir mais pas seul. C'est Alan Grant et sa femme qui auraient dû être les personnages du deuxième film, des personnages qu'on connaît déjà et pour qui on a déjà une sympathie. Ça résume parfaitement ce que je ressens sur ce film. Je n'y crois pas. Je ressens ce film comme un DLC, c'est-à-dire une espèce de prolongation d'un jeu vidéo si tu veux jouer un peu plus longtemps en te développant une histoire parallèle qui vient compléter la première, que comme un film à part entière. Il faut savoir que le premier Jurassic Park au niveau du livre, il se termine par la mort de John Hammond par ses dinosaures, classique, je vous ai créé, vous me bouffez, et par l'explosion de l'île par l'armée qui veut justement condamner tout risque de fuite des dinosaures vers des territoires habités. Je ressens des prétextes à tout dans ce film. Il faut un prétexte pour le deuxième film, le site B. Il faut un prétexte pour faire venir Malcolm sur l'île, sa femme dont on n'a plus rien à faire par la suite. Il faut un prétexte pour le faire rester et l'engager émotionnellement en lui mettant cette petite fille insupportable dans les pattes, qui n'arrête pas de dire « Tu aimes avoir des enfants mais ne pas vivre avec eux, c'est ça ?» Super profond comme phrase. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Sans compter que, mis à part les plans à effets spéciaux avec des dinosaures, j'ai l'impression, un peu comme dans le troisième, mais on y reviendra quand on parlera du troisième film, de regarder un téléfilm. Quand je vois les personnages parler entre eux dans des conversations interminables, ils sont tous filmés avec un plan un peu large, tous sur la même ligne, il n'y en a aucun qui est mis en avant, je ressens rien de spécial, pas de cadre particulier, je vois juste une caméra posée comme ça, avec un Spielberg qui en a rien à foutre de ses personnages, et c'est normal parce que ces personnages sont très creux dans l'ensemble. Mais il faut savoir que Spielberg, même s'il a voulu vraiment s'investir dans ce deuxième film, il s'en est vite désintéressé parce que entre les deux, il a fait la liste de Schindler, et il a mis quelques années à s'en remettre entre guillemets. Donc il s'est dit, refaisons un film pour me remettre un peu les mains dans le cambouis, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas fait de film. Mais il s'est vite rendu compte que refaire un film de divertissement populaire après la liste de Schindler, c'était pas forcément quelque chose qui le motivait énormément. Donc plus le tournage avance, bien qu'il le réalise, plus il se désintéresse de son film, de son histoire, de ses personnages, et ça se ressent dans la réalisation qui reste très bonne par fragments, par section. Je pense notamment à la scène du T-Rex, des 2 T-Rex d'ailleurs, parce qu'il y a le père et la mère qui viennent chercher le petit. C'est la très bonne scène du film qui fait décoller l'ensemble, de façon très courte, parce que ça se casse la gueule derrière, mais on y vient. Et au moins dans Jurassic Park 3, mais ça sera la prochaine vidéo, même si le troisième film fait petit Jurassic Park, au moins je comprends ce qu'Alan Grant vient faire sur cette île, parce que c'est pas lui qui choisit d'y retourner, et je comprends ce que tous les personnages viennent y faire. Ici, je ne comprends personne, donc je préfère un film peut-être moins impressionnant, qui va souffrir d'une production assez désastreuse dans le troisième, mais au moins je comprends l'histoire et je m'y intéresse, alors que dans le deuxième, je n'aime ni l'histoire, ni les personnages, donc autant dire que je n'aime rien. Hang on, this is gonna be bad. Il y a un moment où on te laisse croire que tu vas t'intéresser au sort des dinosaures quand ils se font capturer par la deuxième équipe des vilains, et c'est matérialisé, c'est symbolisé par ce petit T-Rex bébé qui se fait blesser à une patte et qui va servir d'appât pour attirer les 2 autres, pour que le mec qui chasse ait envie de se faire plaisir à chasser un T-Rex. Mais ce côté touchant, avoir des dinosaures capturés alors qu'ils étaient en paix sur cette île, ça me fait un peu de peine. Pas autant de peine que je le ressentirais dans Jurassic World 1 ou 2, mais on y viendra en temps voulu. Mais cette capture du bébé dino, c'est la bonne scène du film. À savoir que moi, j'aurais fait exactement la même chose que la nana, à savoir de voir un petit dinosaure pleurer parce qu'il a mal et attaché au sol, je l'aurais détaché, je l'aurais emmené, je l'aurais soigné, ce qui va amener encore une fois l'excellente scène, malgré le fait que cette petite gosse gâche encore tout en disant « Papa, je veux pas rester là, j'ai envie d'aller en hauteur !» Ah bah oui, c'est super fin, c'est super bien amené au niveau des transitions, n'est-ce pas? C'est un cache en l'air. Un cache en l'air, tu comprends? Il monte et il te cache en l'air. Mais je veux aller à l'abri quelque part. Non, je veux aller dans un endroit très haut. Vu que 20 minutes avant, on avait vu qu'il y avait une cage qui permettait d'aller au-dessus de la forêt à l'abri, qu'est-ce qui va nous y faire y aller? La petite fille qui « Papa, s'il te plaît, je veux aller en hauteur, je veux aller très très haut !» Oui, évidemment, on sait où on va aller.
très très fin encore une fois. Mais mis à part ça, une fois qu'on est en hauteur et qu'on voit la forêt bouger, les arbres bouger et qu'on sait que et on va découvrir que les T-Rex sont en approche. C'était quoi ce tremblement de terre? C'est légèrement flippant. Pardon. Ça doit être un chat qui s'approche. Ou alors c'est un T-Rex. Oui, donc cette super scène. Et je pense qu'il y a des scènes dans des films où le réalisateur il a dû se dire un jour en se levant, j'ai envie de tourner ça. Et la scène du camion qui va être poussé par les T-Rex, et d'ailleurs la bonne scène où il faut rendre le bébé devant les T-Rex qui du coup sont amicaux entre guillemets jusqu'à ce que tu lui rendes le bébé, c'est assez intéressant, ce sera plus creusé dans le troisième ça. Mais la scène du camion dans le vide attaché par un fil avec cette fameuse séquence classique mais qui marche à chaque fois de la vitre qui se fend peu à peu alors que tu es dessus et que tu oses pas trop t'appuyer, ça marche tout le temps. Et la finalité de ce passage où les deux équipes vont finalement fusionner, un peu comme dans La Momie où tu as quelque part les deux équipes et suite à ce qui se passe avec les dinosaures qui sont dangereux, autant associer nos forces. Et ben à partir de là, je me suis dit, au bout d'1h10 de film comme d'habitude, que le film allait enfin décoller. On a un contexte qui est certes mal amené, mais finalement on a ce qu'on veut, des personnages sur une île en danger entourés par des dinosaures bien méchants, avec des personnes qui ne s'apprécient pas parce qu'ils ont des objectifs et des conceptions de la vie des dinosaures complètement différentes. Alors malgré ça, on enchaîne la mort de parfaits imbéciles, par exemple celui qui se fait bouffer par les petits dinosaures parce qu'on se doute bien qu'on va devoir voir une vraie mort et non pas avec la petite fille du début, avec ces petits dinosaures-là qui sont la trouvaille du film. Donc ce mec qui les provoque, qui fuit, qui se casse la gueule tout le temps dans la rivière, qui se fait finalement bouffer. Déjà, on n'a aucune empathie pour lui, mais surtout, le mec qui écoute sa musique et qui aurait dû entendre les cris de leurs potes. Mais qu'est-ce que tu vas écouter de la musique qui t'isole du reste du monde dans une forêt où les dinosaures sont partout autour? Comme je le dis souvent. Crève, salope! Et puis le gars qui s'est fait bouffer par les petits dinos, pourquoi est-ce qu'il s'est isolé? C'est parce qu'il est allé pisser! 3 litres de pisse! 3 litres de pisse que t'auras! Pourquoi est-ce que tu vas faire tes besoins pour ne pas me faire censurer, en plein milieu de la jungle, alors qu'il y a des dinosaures partout? Je sais pas, prends un pote avec toi et allez-y par deux, mais on ne se sépare pas dans des conditions pareilles. Et pourtant, c'est pas un film d'horreur. Dans un film d'horreur, c'est fait exprès qu'il soit un peu limite, il faut qu'il y ait des meurtres. Là, on est dans un film plutôt d'aventure, alors parfois, qui tourne au film d'horreur, parce que c'est l'identité de Jurassic Park, de l'action-aventure avec un petit peu d'horreur, peut-être moins dans le deuxième. En tout cas, dans le 1 et dans le 3, je trouve que c'est vraiment l'identité du film, c'est ce mélange d'aventure et de moments un peu gore quand même. Oh, Mr. Arnold. Mais du coup, je n'ai aucune empathie pour ceux qui se font bouffer. Ce qui me gêne parce que je ne m'implique encore une fois jamais émotionnellement dans ce film-là. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Dernier moment qui soit bien, parce que du coup, si je résume un peu depuis le début, une bonne scène d'intro, on s'emmerde, on comprend pas. La scène des deux T-Rex, et ça reste un petit moment à un bon niveau, surtout quand on découvre le site B avec les installations qui avaient été prévues à l'époque pour que le parc puisse ouvrir sur cette île-là. Et j'adore au cinéma découvrir des vestiges d'un endroit où il y a eu une histoire. Vous voyez le truc? Où quelque part l'équipe a tout laissé en place tel quel, les distributeurs, le matériel, etc. Et j'adore découvrir des endroits comme ça qui ont un vécu. Et on va beaucoup le ressentir aussi dans le troisième, où les personnages vont revenir dans le lieu du 2, et dans Jurassic World, où on va découvrir ce qui reste du premier parc, du premier film. Tous ces passages-là un peu nostalgiques, avec des lieux qui ont une odeur, qui ont une histoire, je suis fan. Donc ça dure 20 minutes dans le film, hein. 20 minutes, peut-être une demi-heure, de bonne qualité sur 2 heures. Et vous devinerez ce qui m'a sorti à la vie du film, c'est ce passage des Raptors. J'arrive pas. Avec cette petite fille là, qui très sérieusement
va se rapprocher de la caméra et je m'en occupe. Et enfin, vous connaissez la scène. Je veux dire, cette scène elle a été décriée par tout le monde. Je vais pas être le premier à dire que c'est complètement honteux. Parce que je vous ai dit, il y a des scènes où on peut se lever un matin en disant « je veux tourner ça ». Et ce genre de scène, parfois, justifie presque à elle seule un film entier. Tu pouvais faire un film entier dont le seul attrait, c'est ces 5 minutes passées avec les 2 T-Rex dans un camion qui est suspendu sur la falaise. Mais il y a aussi parfois des scènes qu'on écrit et qui, à elles seules, justifient à te foutre en l'air tout le film. Et dans Jurassic Park 2, tu as l'exploit d'avoir la scène qui justifie un film et la scène qui te le détruit. Dans le même film, c'est plutôt rare. Kelly? Kelly, no! Ouais, on les a perdus. Alors oui, on a annoncé qu'elle s'était fait virer de l'équipe de gym au début du film, donc on sait qu'elle sait faire ça. Et évidemment, Ian Malcolm va sortir encore une bonne punchline. Et t'ont viré de l'équipe de gym. C'est vachement ce que tu dirais dans un moment pareil, quoi. Déjà que la scène, j'y crois pas du tout, elle m'a refait sortir du film, alors que j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais alors là... je crois que là, on peut fermer boutique. Non mais regardez-moi ça! Alors là, après, j'abandonne, quoi. Je sais très bien que ce film, c'est au-delà du popcorn movie. C'est vraiment balancer des phrases parce qu'on s'en fiche de ce qu'on fait. Les gens, ils vont aller le voir quoi qu'il arrive. Il y a vraiment aucune implication sérieuse dans l'écriture et le tournage de ce film-là. Et ça se ressent tellement. Heureusement, les Raptors vont être réhabilités dans le 3e et dans le 4e. Encore une fois, on n'y est pas encore. J'y viendrai. Et puis il y a le dernier tiers du film, ou le dernier quart, au niveau de la durée, qui n'est pas du tout dans le roman, qui est vraiment un ajout, qui est presque un DLC du DLC, où on va réaliser le souhait des spectateurs de voir enfin un dinosaure sur Terre, on va dire sur le continent, comme on avait voulu voir des aliens débarquer sur Terre, sauf qu'il ne faut pas forcément donner au public ce qu'il attend depuis longtemps, parce que sinon il sera forcément déçu. C'est presque une démo technique, une démo d'un jeu vidéo où, allez, pendant 5 minutes, on va vous faire plaisir. On va prendre le gros T-Rex papa et son fils. On va le faire se promener à San Diego, je crois, dans une grande rue et dans 2-3 maisons. Par contre, il va pas aller trop loin. On va le faire revenir tout de suite, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas non plus porte ouverte. Et finalement, on va réexpédier le dinosaure et son gamin par un bateau télécommandé sur l'île de départ. Autant dire que, mis à part faire connaître au public, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour le faire connaître, parce qu'il suffisait de raconter ce qui s'est passé dans la 2e île, cette séquence n'a servi à rien d'autre qu'à nous faire plaisir. Et ça fait trop pièces rapportées, j'ai l'impression de ne pas voir le même film, qui va annoncer un peu la couleur de ce qui devrait se passer dans Jurassic World 3. Et au final, on a quoi avec ce monde perdu? Parce que j'ai envie de vous soumettre une idée. Le message de Hammond à la fin du 2e, dans la vidéo où il parle aux médias en leur disant qu'il y a des dinosaures qui existent et qu'il faut les laisser en paix, qu'il faut pas les exploiter, qu'il a compris de ses erreurs, blablabla, et qu'on voit un magnifique plan des dinosaures en liberté sur l'île avec les dinosaures volants, etc. Qu'est-ce qui empêche de prendre cette séquence-là, de la coller à la fin du premier film, et le final était le même? Le 2e film n'apporte rien, sauf les dernières minutes de fin où on se dit enfin au monde qu'on accepte que les dinosaures vivent parmi nous, mais isolés et en liberté, qu'il ne faut surtout pas y aller. Ces 3 minutes-là suffisaient à amener ce qui va se passer dans le 3e film. Tout le reste ne sert à rien. It is absolutely imperative that we work with the Costa Rican Department of Biological Preserves to establish a set of rules. Life will find a way. Et le film n'est même pas sauvé par sa musique. Parce qu'au final, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi qui ai revu le film récemment pour préparer la vidéo, il y a quasiment qu'une seule piste qui passe en boucle dans ce film. Et une piste pas géniale en plus, complètement oubliable. Bref, au final, on a un film dont je ne crois ni en l'histoire, ni au personnage, ni à ce qui s'est passé dedans.
Je ne crois qu'en la fin qui explique que les dinosaures sont toujours vivants parmi nous, ce qui permettra de créer d'autres suites. Mais Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, c'est le film le plus oubliable de tous les temps. Un film tellement transparent qui aura déçu tellement de monde, mais qui va quand même fonctionner avec plus de 600 millions de dollars de recettes à travers le monde, même si c'est moins que les 900 millions du premier. Il y a quand même eu un bouche à oreille très défavorable pour ce film-là, où le public n'a pas retrouvé l'aura du premier, les personnages attachants qu'on avait vus, même si Ian Malcolm est toujours là, pour moi ce n'est plus le même. Et dans le premier, il me semble juste dans ses interventions. Dans le deuxième, il semble être là juste pour le public. Il est notre avatar qui ne balance que des phrases pour nous faire rire. Et encore une fois, je n'aime pas être témoin de ce qu'on essaie de nous faire ressentir. Je ne dois pas le ressentir, je dois le vivre. Et Jurassic Park 2, c'est un très bon exemple. Peut-être avec Prometheus et Alien Covenant, sauf que Alien, ça m'énerve qu'on y touche. Jurassic Park, c'est en écorne l'image de la saga. Je m'en fiche un peu. Ce n'est pas un film où j'en veux au réalisateur ou à qui que ce soit. C'est juste qu'ils se sont tout simplement foirés ou reposés sur leur laurier en faisant quelque chose de trop facile, avec d'énormes ficelles et d'énormes incohérences scénaristiques. Et figurez-vous, ça sera mon message final, que contrairement à beaucoup de monde, je préfère Jurassic Park 3 au Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc je vous laisse ici avec Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Je vous remercie en tout cas sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces bleus, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager pour la faire connaître et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et à cocher la cloche de notification si vous voulez ne rien rater de Nienko TV. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur Jurassic Park 3 et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.